Bonjour, me voici. Je suis là, normalement tout va bien, de nouveau, pas de problème de son, normalement, en théorie c'est possible, enfin on va voir, bref. Hop, bonjour, bonjour. J'ai légèrement surélevé ma caméra, et voilà. Bonjour, comment ça va? Bonjour, moi je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Et comme d'habitude, je suis crevé, mais il n'y a aucune putain de raison, donc bon. Au bout d'un moment, merde, finalement, n'est-ce pas? Je vérifie rapidement le son. Ça m'a l'air ok, pas fou, mais disons ok. Finalement, je pense qu'on va partir sur ça, hein. Ok, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas envie de passer 8 jours comme je fais à chaque fois sur les paramètres son parce que c'est incroyablement casse-couille. Donc, venez, on fait autrement, voilà. Moi je dis on va faire autrement, on laisse tomber. Désolé si le son est nul, n'hésitez pas à le dire dans le chat, mais j'en ai marre de passer 20 ans à paramétrer mon son pour que finalement à la VOD ça rende mal et qu'on m'entende pas. Donc voilà, tant pis, là j'ai buffé tous les sons partout, donc normalement on est censé m'entendre. Regardez, on voit mes mains, c'est merveilleux, c'est parce que j'ai surélevé la cam. Bref, voilà, du coup, c'est ça, allons-y. Je suis fatigué, je suis malade, j'ai envie de streamer, mais en même temps fatigué quoi. Et donc j'aurais pas la patience de m'occuper des paramètres son, etc. aujourd'hui. Voilà. Donc, bonjour, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben on parle de bébêtes bizarres, on parle d'espèces cheloues, un peu de tout, et, euh, et pas seulement des animaux. Donc voilà. Et du coup, du coup voilà, finalement. Si vous avez envie qu'on parle d'un truc spécifique, eh bien dites-le moi finalement. Sinon, n'hésitez pas à rentrer la commande chat, non, la commande roue, point d'exclamation roue en minuscule dans le chat, et euh, on aura un sujet global. Qu'est-ce que je fais après avec ce truc? Donc ça peut être primate, oiseau, etc. Après je demande à ChatGPT de me sortir une espèce dans ce groupe-là avec des capacités bizarres et surtout très peu connues. Et comme ça, on va voir, on trouve toujours des trucs chelous. On tombe de plus en plus sur des espèces qu'on a déjà faites parce qu'on a déjà fait plus d'une quarantaine, ce qui est rien à l'échelle du vivant, mais beaucoup à l'échelle de ce sur quoi s'attarde l'espèce humaine. Et forcément, comme ChatGPT n'est jamais un énorme mixeur euh, avec pour contenu principal le contenu de l'humanité, donc les trucs auxquels s'intéresse l'humain, bah forcément du coup ça peut prendre un peu des plombes de trouver parfois des espèces qu'on n'a pas déjà vues. On en a fait que 40 encore, enfin une quarantaine, donc ça va, mais quand on en aura fait une centaine, ça va commencer doucement à devenir compliqué. Faudra trouver des mots-clés un peu plus précis que très peu connus avec des capacités rares, quoi. Pour l'instant, je me foule pas trop. Voilà, si vous avez euh, envie de m'influencer, donc c'est la commande roue, et sinon, voilà. Je rappelle que j'ai les sound alerts, donc des sons des espèces précédentes qui sont passées en live. Toutes ne sont pas dedans parce qu'il y en a qui font pas de bruit, d'autres qui sont éteintes et certaines qui sont des plantes. Mais voilà, c'est là, il y a des sons et on peut les jouer pour absolument rien, malgré l'inflation, parce que je suis pas affilié. Donc je voudrais même que je peux pas vous faire payer. Voilà, et du coup ça, et il y a la commande totem si vous voulez avoir, si vous voulez vous faire attribuer un totem dans le chat. La commande totem est là pour ça, elle est dans le titre. Toutes les commandes importantes sont dans le titre. Il n'y a pas les commandes pour insulter Nightbot, désolé. Faudrait être là plus souvent pour les connaître, hein. Voilà, voilà. Donc sur ce, moi je vais rentrer la commande et on va d'office partir sur l'espèce du jour. Aujourd'hui j'en fais qu'une, hein, la flemme, crevé, malade, bref. Et ce sera un amphibien. Qu'est-ce que c'est quoi un amphibien? C'est des grenouilles, des crapauds, des trucs comme ça, des salamandres. Et c'est, disons, aujourd'hui c'est ce que je viens de citer, mais à l'époque, genre il y a plusieurs centaines de millions d'années, c'était surtout le stade après la transition des poissous vers les continents, vers le sol. C'est-à-dire que les poissons au blanc, ils ont mis le nez dehors, super, mais ils n'ont pas juste mis le nez dehors et puis pouf, les dinosaures. Non, il y a eu des trucs entre, à commencer du coup par les amphibiens,
Quel est l'intérêt des amphibiens? C'est que c'est toujours des organismes associés à l'eau, ils ont toujours besoin de l'eau pour survivre, mais nettement moins que les poissons. Essayez de prendre, de mettre un poisson en dehors de la flotte, il va très certainement pas très bien s'en sortir. Alors que si vous mettez un amphibien en dehors de la flotte, certains peuvent survivre pas mal de temps. Voilà. Et ils ont plus besoin, de pondre, enfin, leur progéniture doit se développer dans l'eau, mais ils ont plus forcément besoin de c'est un peu, il y a beaucoup de nouvelles capacités, on va dire, chez les amphibiens que les poissons n'ont pas, mais ils développent ce qu'on appelle l'amnios, donc l'œuf amniotique, qui leur permet de garder la flotte, élément un petit peu nécessaire aux progénitures normalement, dans leur œuf, donc dans le dedans eux. Voilà, quand ils pondent. D'où l'intérêt de pouvoir pondre ses œufs un peu partout. Il n'y a pas forcément besoin d'un milieu flotte partout, tout le temps. Donc voilà, ça aide pas mal. Et voilà, ça plus le fait qu'ils se déplacent souvent à quatre pattes et tous les autres trucs, les autres séries d'évolution. Mais voilà, on va dire les amphibiens, c'est jamais rien d'autre concrètement que des poissons qui se sont adaptés à la vie terrestre et qui ont décidé que la flotte c'est quand même pas trop mal. On va pas trop s'en éloigner, mais on va rester sur la terre ferme quand même un petit peu. Voilà, et donc ce sera un poissouze et c'est le moment, je vous prie, de prier intensément, non pas n'importe quel dieu, mais bien ChatGPT, pour que ça marche et qu'il ne plante pas parce qu'il plante toujours. Cite-moi une espèce de très peu de machin, voilà, donc d'amphibiens très peu connus et avec des capacités bizarres. Et sans planter, s'il te plaît. Ce serait bien, quoi. Oui, hier c'était une tannée, hein. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour que ça marche, mais ça marchait pas. En plus, après, il m'a donné des plantes. Enfin, on a cherché des espèces de plantes. Mais sauf il a pas compris. Du coup, il m'a donné le mauvais nom. Puis après, il a refusé de charger. Il plantait en boucle. Là, il va planter, hein, sachez-le. Là, il y a rien qui sort. Il va planter. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas impossible, malgré tout, qu'il me sorte quelque chose, hein. Mais voilà, je sais pas comment faire pour éviter que ChatGPT plante en live. Au début, quand je le faisais, il plantait pas, hein. Là, maintenant, il plante tout le temps. Ah, et il commence à planter 2 fois de suite aussi. Ça, c'est pas rassurant. Eh bien, oui, et c'est pas impossible je vous ai dit, hein, j'ai vraiment pas l'énergie pour me fatiguer avec ces conneries-là aujourd'hui. Donc, c'est pas impossible qu'on parte sur mon téléphone. Du coup, vous ne verrez pas la description tout de suite. Mais là, j'ai pas le temps de me faire chier aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Il essaie d'écrire un truc, hein, je vois bien qu'il essaye, hein. Il est en train, vraiment il essaye, mais il marchera pas, hein, ça veut pas. Et si je crée un autre truc. Oui, non, mais c'est bon, ta gueule, dégage. Oh, putain, c'est toute la page qui a bugué. Bon, écoutez, je vais partir sur mon téléphone, hein. En 30 secondes, c'est réglé. Mais vous verrez pas le texte, quoi, c'est ça qui est dommage. Enfin, s'il finit par le charger, peut-être, mais vous le verrez bien après, quoi. Hop. Oui, mais je sais bien que tu cherches pas à ta gueule, hein. Ça sert à rien. Alors, voilà. Et hop là, d'office. L'Hypogéophis rostratus est un amphibien peu connu avec la capacité unique de changer de couleur en fonction de son environnement, ce qui lui permet de se camoufler efficacement. Il veut toujours pas charger, c'est fou. Bon, laissons tomber lui, il me servira à rien aujourd'hui, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est quoi que j'ai dit? Non, c'est pas là que ça va, ça c'est ici. Hop. Ah, mais j'ai pas de description, c'est tout. Ah, c'est triste. C'est tout. J'ai vraiment. En général, on a un gros pavé avec toutes les. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, où c'est. Là, on a que dalle, quoi. L'Hypogéophis rostratus est un amphibien peu connu qui a la capacité unique de changer de couleur. Comme énormément d'amphibiens, finalement. L'Hypogéophis rostratus. Oh, les pitiés, trouve. Trouve. Unique représentant. Déjà, ça commence bien. Ah, mais c'est un Cécilien. Le Cécilien, on a déjà fait. Et oh, non, ouais, on n'apprendra pas grand chose de plus, quoi.
du genre Hypogéophyes est une espèce de gymnophione de la famille des endophlidés. Ça ressemble fort à un cécilien, hein. Pour ceux qui ne savent pas, les céciliens, c'est des amphibiens. Euh, on dirait que c'est des serpents, mais qui ressemblent à des vers de terre. Vous voyez le genre? C'est un petit peu spécial. Oui, on voit rien, merci Google. Ça, non, ça ressemble trop à autre chose, du coup, donc non. Là, on le voit pas. Là, je sais même pas ce que c'est ça. Nope. Bon, comme d'habitude, quand on parle d'espèces peu connues et bizarres, trouver des photos, c'est compliqué. J'ai trouvé. Non, c'est pas ça. Si? Ah, mais pour le coup, lui, il ressemble plus à un serpent qu'à un ver de terre, finalement. Sauf que sur les premières images, c'est pas du tout ça que j'avais. Étrange. Ah oui, alors j'ai dit que je regarderai pas le son, mais il faut quand même que je regarde si vous avez un décalage. Sinon, ça va être casse-couille. Bon, parce qu'au début, je sais que vous en aviez pas, mais si déjà maintenant vous en avez un, ce qui est fort probable, ça va rester sur tout le reste du live, quoi. Donc ce serait un peu casse-couille de le garder. Donc je vais vérifier. Ah ouais. Bah, en fait, je sais pas si je peux vraiment régler ça. Ça a des. Je vais faire de mon mieux là. Hop. Là. Et voilà, maintenant il faut prier pour que ça passe mieux. Je l'espère fort, mais je sais pas. Ouais, c'est mieux. Bon, bah voilà. Normalement, j'ai réduit le décalage. Et le son, il est comment? J'ai même pas fait gaffe. Bon, je pars du principe que c'est mieux. Après, voilà, vous me dites, hein. Donc, voilà, je suggérais du coup qu'on parte sur... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, c'est... Oui, mais alors du coup c'est compliqué. Trouver des photos, ça va être chiant. J'en trouverai sur les sites, c'est pas très important. Je vais rapprocher le PC, sinon je vais me flinguer le dos. J'apprécie assez peu ça. Oui, forcément, donc j'ai bougé la cam. C'est chiant, bien sûr. Voilà, on va faire un truc à peu près comme ça. Voilà. Comme ça, je ne regarde pas du tout, c'est nickel. Mais je peux pas faire mieux là. Alors si je peux faire comme ça, mais du coup ça m'éclaire nettement moins bien, je pense. Mais ça va être chiant quand même. Ah non. Non, juste non, voilà. Eh bien donc, tant pis. Et voilà. Voilà, au mieux je peux faire ça. Donc, c'est quoi je disais? Oui. Donc, on va partir. On va essayer, parce que j'ai pas envie de me casser la tête, je vous ai dit, donc même si je sais pas trop sur quoi on part, on va partir dessus. Animalia, ah oui! Hmm, j'adore, parce que Animalia, c'est un site très très sympathique, qui parle très très bien d'espèces pas très connues, donc c'est nickel. Attendez que je vous le mette, hop! Voilà, ça va éviter des emmerdements à rallonge. Attendez. Ah oui, je me souviens que c'était zoomé, pourquoi? Machin. Il n'y a aucune info là-dessus? Ah ouais. Oui, on est vraiment tombé sur quelque chose de très très peu connu aujourd'hui, dis donc. Ça, plus le Saola de la fois dernière, ça commence à faire vraiment compliqué. Hypogéophis rostratus, unique représentant du genre Hypogéophis, est une espèce de gymnophione de la famille des indotyphlidés. C'est quoi un gymnophione? Un gymnophione, c'est une pub, ça, je m'en fous ta gueule. Voilà. Un gymnophione, ce sont des amphibiens vermiformes, des amphibiens qui ressemblent à des vers mais qui n'en sont pas. Ils sont appelés en français apodes parce qu'ils n'ont pas de pattes. Cécile, j'avais raison. Des Cécilies, enfin des Céciliens quoi, ou des gymnophiones. Donc c'est un Cécilien. Donc de toute façon on n'a pas d'informations dessus, donc on va passer à la suivante, on va en refaire une. Sauf si vous avez envie qu'on parle d'une autre espèce ou envie de relancer la roue. Mais a priori on va juste relancer dans. Si vous dites rien dans le chat, je vais juste relancer sur le même groupe quoi, sur les amphibiens.
Voilà, voilà. Hop, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un animal terrestre, enfin plus ou moins, parce que je vous rappelle que c'est un amphibien, hein, donc le concept, c'est justement qu'en fait non, c'est plus un genre de d'hybride entre terrestre et aquatique. Cette espèce est endémique des Seychelles. Elle se rencontre dans les îles de Mahé, de Praslin, j'ai faim, voilà, j'ai envie de praline, de la Digue, de Félicité, de Frégate, de Sainte-Anne, de Serre, de Grande Sœur, de Curieuse et de Silhouette. J'ai l'impression que je suis en train de lire une blague. Euh, voilà. Donc ça se rencontre donc là où il y a de la flotte, quoi, hein, voilà, de l'eau fraîche, des forêts, des zones humides. Biome anthropique, il me semble que c'est des zones qui ont tendance à beaucoup, beaucoup changer, qui donc forcément passent de asséchées à très flotteuses, je crois. Biome anthropique, il explique pas ce que c'est. C'est pis. Voilà. Donc, alors oui, du coup, on suppose que c'est préoccupation mineure, mais j'ai vraiment l'impression qu'on... Il n'y a rien là-dessus. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas d'infos, quoi. On n'en a pas, on ne sait pas. Non, ça c'est un éléphant. Ça c'est un autre éléphant. D'ailleurs, fun fact, sachez qu'il n'y a pas deux espèces d'éléphants, hein. On confond souvent, enfin on s'imagine qu'il y a l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. En fait, il y en a trois. Ce serait oublier l'éléphant des forêts, bien sûr, qui est une espèce à part entière. Et déjà, c'est une découverte relativement récente, il me semble, et les gens le savent souvent pas, du coup. Donc voilà, sachez, si vous voulez montrer la taille de votre énorme cerveau au repas de famille, sachez que il y a trois espèces aujourd'hui d'éléphants, pas deux. Reconnues en tout cas. C'est pas mal ça, non? Bon, c'est en anglais, oui, écoute. Oh, ça pique les yeux le site. Oui, il fait mal. Distribution Seychelles, oui, bon, ça j'ai compris. Putain, on a rien là-dessus. On n'a aucune info. Unique représentant du genre Hippogéophyse est une espèce de gymnophione de la famille des machins. Cette espèce est endémique des Seychelles, ça veut dire qu'on la trouve qu'aux Seychelles. Et c'est... Ah oui, je m'attendais pas à avoir plus d'informations sur Wikipédia qu'ailleurs, tiens. Et eux non plus, ils n'ont pas d'illustration. Donc les photos, ouais, c'est encore une espèce un peu compliquée. Et pourtant, on dit, alors qu'elle est disponible que aux Seychelles, qui est certainement pas un endroit très très, très grand, et dont on ne sait pratiquement rien, qu'elle est en préoccupation mineure. Bon, voilà, sachez que c'est certainement pas une vraie information. C'est juste qu'ils ont tapé quelque chose parce qu'il fallait bien mettre quelque chose, mais c'est certainement pas la réalité réelle. Voilà. Moi, je pense que justement, c'est parce qu'on manque d'informations dessus, mais si on avait des infos, on saurait que c'est clairement pas juste en préoccupation mineure, mais plutôt dans menacé, hein. Voilà. En tout cas, ça vit partout là-bas. De la digue, félicité, mais ce truc là. Voilà, c'est des petites îles. Voilà, voilà. Des petites îles longes dans la République, en forme longue, la République, oula, et bref, donc dans la République des Seychelles, je sais même pas où c'est, située en Afrique de l'Est, dans l'ouest de l'océan Indien. Toutes ces îles sont regroupées en un état dont la capacité est la ville de Victoria sur l'île principale de Mahé. D'accord. Le genre a été nommé en 1880, l'espèce a été découverte par Cuvier en 1829. Voilà, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce truc, effectivement, hein. Pas de photos, pas d'infos, finalement, pas de quoi que ce soit. Donc voilà, on va relancer, hein. Ah oui, on va relancer, mais sur mon téléphone, du coup. On va pas relancer sur le chat qui pète, hein. Sur le PC, je veux dire. Sinon, on a pour 8 jours. Donc, encore. Encore, par pitié. Encore un Cécilien. Oui, bon, ça va, encore. On va pas faire des Siciliens non plus tout le temps. On a déjà expliqué, on a déjà fait un live complet sur les Siciliens que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et voilà quoi, on va pas non plus. Eh oui, il a planté, m'étonne pas. Donc voilà, le Carcenia coreana. Alors,
je suppose qu'on le trouve en Corée du coup, est un amphibien aveugle et sans pattes, habitant dans les grottes de la Corée du Sud. Il a développé des capacités sensorielles extraordinaires pour compenser son handicap, qui est en fait une espèce fascinante mais peu connue. Est-ce que c'est pas la salamandre dont on a parlé l'autre fois? C'est un truc qui ressemblait fort à un axolote, avec une tête plus allongée et pas Dieu. Ah mais il avait des pattes lui. Donc non, c'est pas lui. Et il avait la capacité de percevoir les champs électriques. Il avait un sens de l'odorat très 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 fort aussi. Enfin des tas de trucs comme ça. Évidemment, il se faisait déglinguer parce que ce truc ne voit pratiquement, enfin, il voit pas pratiquement rien, il ne voit rien. Il a pas Dieu. Et donc il vit constamment dans l'eau, dans des grottes. Donc vous vous doutez bien que quand on balance nos bassins d'acide dans la flotte, voilà, ça se passe pas très bien pour lui. Le Carcenia coreana, c'est une autre espèce que je connais pas. Qu'est-ce à dire que ceci? Il est encore sur. Ah oui, il est sur Animalia. J'espère qu'on a plus d'infos sur celui-là parce que bon. Ah, donc c'est une salamandre. Bien. C'est une salamandre. C'est pas une salamandre? Si, Colata, c'est une salamandre. Obscur. Ah si, c'est un urodèle, donc c'est bien une salamandre. Les urodèles, c'est les amphibiens qui gardent leur queue à l'âge adulte. Si je me souviens bien. Je pense bien me souvenir parce que j'ai un très gros cerveau. Mais forme un ordre d'amphibiens qui gardent leur queue à l'état adulte, à la différence des anours, comme les grenouilles et les crapauds, et les gymnophiones, le machin qu'on vient de voir. C'est les salamandres, les tritons et les autres espèces qui gardent leur queue à l'âge adulte, du coup. Nice tail. Le genre est nommé en l'honneur de Stephen J. Carsen, le découvreur, et l'espèce est nommée en référence au lieu de sa découverte, comme assez souvent, à savoir la Corée. C'est un animal non migrateur, endémique de Corée du Sud, vous le trouverez que là-bas. Écozone paléarctique, bien sûr, tout à fait. Ce qui signifie est l'une des 8 écozones ou régions biogéographiques terrestres. Elle correspond essentiellement aux écorégions terrestres de l'Europe et de l'Afrique du Nord. D'accord. Des deux tiers nord de l'Asie jusqu'à l'Himalaya et du Moyen-Orient, sauf Arabie. D'un point de vue physique, c'est une écozone de très grande surface, mais relativement peu variée. C'est beaucoup les mêmes climats, essentiellement tempérés au froid, mais dans le nord. La tache rouge là sur la carte, c'est ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Allô? Allô le PC? Est-ce que ça, bro? Non? Bon, bah écoute, on annule alors, hein. Abort the mission. Voilà, mon PC refuse de zoomer. N'a pas envie aujourd'hui, tant pis. Et là? Ah, voilà. Admirez cette carte. Elle est belle. Allez, pitié. Voilà, merci. On n'a pas fini, hein. Obscur. Voilà. Donc, la partie nord, avec donc essentiellement le même truc. Ça se trouve chez nous aussi, j'ai l'impression. Enfin, la zone, hein, pas la salamandre en question. La salamandre, elle se trouve que en Corée du Nord, qui est vers la droite, j'imagine. Et oui, je suis nul en géo, voilà, bon. Euh, et voilà. Et donc l'écozone, c'est tout le bordel au nord, incluant donc la partie nord de l'Afrique et plus ou moins tout le reste au nord, quoi. À peu près. Ok. Qu'est-ce que c'est quoi? Comment ça marche? Il vit dans les forêts. Sa population est décroissante, mais il est quand même classé en préoccupation mineure. C'est bien. Par contre, on n'a de nouveau pas des masses d'informations sur ce truc, hein. C'est tout. On a une photo. Admirez la photo, elle est bien. On a une photo. Nous avons une photo. Une belle photo en plus. Donc on a de la chance. Mais je sens que ça va pas être simple de trouver des infos sur ce truc. Alors Wikipédia e-naturaliste. Je connais pas. Si je connais. Si, je connais. J'ai déjà été sur ces sites, je pense. Si, tout à fait. Euh, Oui, mais c'est pour les photos. Encore une fois, des belles photos, hein, mais. Gna gna gna. Agna. Animalia Bio, mais c'est encore Animalia, on l'a déjà vu ça. C'est le même lien?
Korean Crevasse Salamander, c'est pas la même chose. Mais oui, donc là c'est quand même tellement casse-couille à trouver qu'on n'a rien quoi. Le souci c'est que si je lui dis de pas faire dans le très peu connu, il va encore me sortir la salamandre géante quoi. Bon, de Chine. J'ai rien contre la salamandre géante, mais ça fait 25 fois qu'il me la propose. Bon, encore. Par contre, du coup, il dit qu'il a des lignes pour compenser son handicap qui en fait une espèce. Mais quel handicap? Le handicap de Carsenia coreana. Le Carsenia coreana est aveugle et sans pattes. Bah non. En fait, non. Lol. Non. Le Carcinia coreana est aveugle et sans pattes? Non. Je m'excuse pour l'erreur. Le Carcinia coreana n'a pas de poumon. Ah, c'est pas la même chose. Il respire plutôt par sa peau, ce qui est un trait inhabituel parmi les amphibiens. Bah non. Décidément, il dit n'importe quoi, ChatGPT aujourd'hui. Parce que non, justement, les amphibiens, particulièrement les grenouilles, ont tendance à avoir un système de respiration par voie cutanée, c'est-à-dire qu'ils respirent par la peau. Donc dire que la salamandre qu'on a là, parce que c'est une urodèle, donc une salamandre, euh, respire par la peau et que c'est peu commun, mon cul. Quoique pour les salamandres peut-être, mais enfin ça reste un amphibien, les amphibiens ont plutôt tendance à respirer par la peau, quoi. Au moins en partie, quoi, c'est pas leur seule façon de respirer, mais. Et peut-être considéré comme un handicap dans certaines conditions environnementales. Bah oui, mais sauf que non, quoi. En plus, il a pas de poumon. M'étonnerait qu'il ait pas de poumon, mais d'accord, c'est faux. Je m'excuse pour l'erreur, le Carcenia est en réalité aveuglé sans pas. Il sait pas ce qu'il dit. Bon, on va passer à autre chose, hein. Tant pis pour le. Je les mettrai pas dans la liste, ceux-là, c'est des. Enfin, il dit n'importe quoi aujourd'hui. Bon, alors. Alors, on a eu autre chose. Le Barbourula kalimantanensis. Et facile à dire, celui-là est une espèce d'amphibien découverte récemment sur l'île de Bornéo. Ce crapaud à ventouses est unique en son genre car il utilise des ventouses sur ses pattes pour se déplacer et grimper dans les cours d'eau rapides de la région. Bon, j'espère qu'on s'en sortira un petit peu mieux avec celui-là quand même. Le Barbourula kalimantanensis. Voilà. Animalia. Bon, moi si Animalia fait, ça me va, mais. Alors, est-ce qu'on a des infos? Oui, nous avons des infos merveilleuses. Alors pas beaucoup, mais on en a. Son nom d'espèce est composé de Kalimantan, je sais pas, et du suffixe latin N6 qui vit dans et qui habite lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Kalimantan. Ce qui m'entend, j'en sais rien, mais voilà, c'est là-bas. Et donc il a été découvert là-bas, d'où son nom veut littéralement dire il a été trouvé là-bas. Voilà. Il a été décrit pour la première fois en 1978 par Joko Iskandar, un zoologiste indonésien qui a depuis effectué des recherches sur l'espèce. Ce n'est qu'en 1995 qu'un second spécimen a été décrit. On l'a pas beaucoup observé non plus celui-là. Asie, Indonésie, Kalimantan, machin, d'accord. Cette espèce est endémique du Kalimantan en Indonésie. La toute petite tache rouge là, au milieu du rien là, donc de l'Indonésie j'imagine, bah c'est là quoi. Et on en a trouvé, j'imagine, un, si j'ai bien compris, ce qui est pas beaucoup. Les mâles mesurent jusqu'à 166 mm et les femelles jusqu'à 77,7 mm.
C'est le seul anour connu ne disposant pas de poumons. L'animal ne respire que par la peau. Et ça c'est pas étonnant non plus, encore une fois. Ah oui, que par la peau. Si, ça c'est étonnant par contre. C'est le seul amour connu ne disposant pas de poumons. Bon. Donc là, c'est Animalia. J'imagine que là, pour le coup, j'ai confiance. Pitié. Qu'est-ce que tu fais? Ma page est en train de me vomir dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Laisse-moi lire en fait. Mais voilà. L'animation machin, d'accord, super. Mon PC est en train de crever. Il était tellement occupé à ne rien faire que maintenant, quand je lui demande de charger une page, il en peut plus quoi. Bon, tant pis, voilà. Nick, finalement. Ne disposant pas de poumons, l'animal ne respire que par la peau. La respiration cutanée est assez commune chez les amphibiens, vous voyez? Mais elle n'est jamais exclusive chez les anours, sauf pour cette espèce. Cet amphibien est extrêmement aquatique. Ça veut dire quoi, extrêmement aquatique? La grenouille sans poumon de Bornéo a une apparence. Genre, les poissons sont extrêmement aquatiques ou ils sont juste aquatiques normaux, par exemple? Comment tu peux être plus aquatique qu'un poisson? La grenouille sans poumon de Bornéo a une apparence très particulière. Elle est comme une galette. Elle est presque totalement plate. Bah, il n'y a pas besoin d'avoir la place pour les poumons, du coup, donc logique. A écrit le biologiste David Bickford. Bickford. De façon surprenante, elle est jolie. Un peu comme un bulldog est joli. D'accord. C'est l'une de ces créatures tellement laides qu'elles en sont mignonnes. Oh, c'est pas gentil. La découverte de l'absence de poumons n'a été annoncée qu'en 2008 par une équipe de chercheurs après dissection de 8 spécimens. Attends, comment ça? Il a fallu qu'on en coupe 8 en morceaux pour se rendre compte qu'il y avait un organe qui manquait? Quoi? Oui, rassurez-vous, normalement pour les dissections, c'est pas des espèces vivantes qu'on tue pour pouvoir les disséquer, hein. C'est des espèces qui sont déjà mortes. Par exemple, en cours, moi j'ai fait une année de bio à l'université. Sachez que voilà, il y a alors, à mon année à moi, il y avait pas encore grand chose qui, voilà, on avait des rats, des écrevisses, des trucs comme ça. Dans les années plus tard, beaucoup plus tard, genre les dernières, il y avait, ça devenait beaucoup plus fun. Mais voilà, les espèces qui étaient choisies, les animaux qui étaient choisis étaient tous déjà morts et il y a des gens de l'université qui venaient les rechercher. On signalait que le truc était mort et il y a des gens de l'UNIF qui faisaient que ah ça m'intéresse, je veux bien, comme ça on va pouvoir l'ouvrir en deux et regarder comment ça marche dedans quoi. Comme ça il y a moyen d'apprendre des trucs et ça fait partie des études du coup. Donc c'est bien là comme ça, mais voilà, quand on parle de dissection, les gens ont souvent tendance à s'imaginer à tort que qu'on va tuer de nous-mêmes les espèces pour pouvoir les couper en deux et regarder ce qu'il y a dedans, c'est faux. D'ailleurs, on a eu plein de restrictions pendant les cours. Sachez que un cours de dissection en biologie, c'est un petit peu comme un marathon. C'est finalement, est-ce que c'est pas un peu l'enfer? Un cours de dissection, moi mes cours de dissection ils duraient 4 heures. C'était 2 heures, non, c'était 3 heures et demie d'explication de profs qui parlent super vite de sujets qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on est là. Bon, ça, on va dire, c'est l'UNIF. Donc c'est 3 heures à 3 heures et demie sans arrêt, hein. Et, et pendant que eux parlent, vous devez prendre des notes, couper votre bestiole en morceaux, comprendre ce que vous voyez, et croyez-moi, savoir distinguer les différents types d'intestins au milieu donc du dedans de l'animal, c'est pas évident. C'est vraiment pas, c'est pas facile. Voilà, reconnaître un truc vaguement jaune d'un truc un petit peu moins jaune, mais jaune quand même, et savoir que c'est deux organes différents, ah non, ça vous l'avez pas. Donc voilà, croyez-moi, c'est pas évident. Et donc vous devez faire tout ça en même temps, pendant que vous croulez sous les informations. Et après, on vous laisse, on va dire 20 minutes de pause. On vous laisse le temps éventuellement de finir vos observations. Et après, c'est évaluation, sur des termes extrêmement complexes qu'on vous a balancés pendant que vous étiez en train de vous concentrer sur le machin que vous coupiez en morceaux. Et des photos en noir et blanc pas très bien foutues, de trucs très très spécifiques qu'il fallait que vous observiez mais que vous n'avez pas compris, que vous étiez occupé à faire quelque chose en fait. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. C'est pas du tout les bonnes conditions pour apprendre.
nous fournir quand même des sujets à étudier, évidemment, c'est c'est le minimum, quoi. Mais moi, j'estime personnellement qu'on peut pas apprendre correctement comme ça, c'est stupide. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ça se passe mieux? Je sais pas, mais enfin, la limite de temps, le stress et le fait de devoir faire 12 millions de trucs en même temps, voilà, c'était, je pense, mon cours le plus difficile dans le sens où c'est pas du tout, le seul cours que j'ai raté, j'en ai raté plein d'autres, hein. Mais, c'était pas le moins agréable non plus, mais c'était le plus surchargé d'informations. Et pourtant l'UNIF, c'est connu justement pour surcharger les étudiants d'informations. Autant les autres cours, à la limite, je comprenais pas et j'étais bloqué parce que je comprenais pas et que j'essayais de voilà, je faisais différents trucs, j'avais des cours de remédiation et tout, mais bon, quand ça passe pas, ça passe pas. Autant ça, honnêtement, si on avait pris le temps de m'expliquer un petit peu mieux et avec le temps nécessaire surtout, j'aurais peut-être pu apprendre quelques trucs et je pense que j'aurais pu répondre à certaines questions des évals. Là, c'était impossible, hein. C'était impossible, vraiment, on vous balance une phrase avec globalement que des mots que vous connaissez pas, qui sont ultra compliqués et qui sont des noms scientifiques pour écrire des trucs que vous connaissez pas. Des trucs compliqués, hein, pas juste genre tu le tapes sur Wikipédia, tu fais: «Ah mais oui, ça fait sens». Non, vraiment des trucs, hein, et tout ça et donc 4 heures ap enfin 3 heures après, on vous dit: «Et tu te rappelles de ce mot-là?» «Bah non, bah il faut t'en souvenir», voilà. D'accord. Je sais pas, mais c'est un petit peu comme si là maintenant pendant mes lives, je vous donnais un mot au hasard, je sais pas, on va dire, tartiflette et à la fin du live, après 4 heures de live d'informations super denses, où je vous demande vous-même de faire vos recherches chez vous et où je vous demande de tout prendre de prendre note de tout et tout, à la fin je vous dis: «Eh, vous vous rappelez du mot que j'ai dit au milieu?» «Hein? Pardon?» Voilà, sauf que là, du coup, vous avez pas en plus, le sang sur les mains et les intestins qui sont partout autour de vous, dans votre plateau là. Imaginez à quel point c'est surchargé d'informations. C'est trop, c'est beaucoup trop. Comment vous voulez retenir correctement quoi que ce soit dans ce genre de cours? C'est pas possible. Alors c'est vrai, le cours se prépare, on vous file un document avec les informations que vous pouvez lire à l'avance et synthétiser. C'est pas suffisant, c'est pas assez. C'est clairement pas suffisant. Voilà, c'est le cours qui doit être réaménagé. Mais pour revenir aux espèces disséquées, le c'est bien d'avoir des sujets à disséquer et non, les sujets à disséquer ne sont pas des pauvres couillons qu'on a été massacrés au milieu enfin, dehors là, juste parce qu'on manquait de sujets. On manque pas d'animaux crevés, hein. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là, ça ne risque pas d'arriver. Donc voilà. Par contre, on va bientôt manquer d'espèces, hein, mais évidemment, les trucs disséqués en cours ne sont pas des espèces menacées. On n'est pas trop con de ce côté-là. Ça va. Et donc, à cause du fait qu'il y a des tas de gens qui faisaient des manifestations contre la dissection d'animaux qui étaient déjà morts finalement, bah, du coup, on n'a plus eu le droit. Enfin, à la base, il y a eu des gens qui ont fait cette manifestation parce que il y a des gens donc qui, en cours, qui prenaient des photos des sujets, de l'intérieur des sujets, pour pouvoir l'étudier chez eux. Parce que croyez-moi, une photo en noir et blanc, ça vaut pas du tout le truc en réel, en couleur, en 3D, hein. Donc voilà, moi-même j'ai pris énormément et je retrouve encore énormément de photos de trucs morts dans mon téléphone. Voilà. Et vous pouvez me croire, c'est sans les photos, parfois, vous pouvez juste pas comprendre. C'est pas une blague. Et pourtant, pendant mon cours, on nous a formellement bon, il faut pas gueuler trop fort, hein, du coup, que j'ai pris des photos, mais on nous a formellement interdit de prendre des photos de la plupart des trucs qui passaient en cours, notamment des rats, parce que, si ça fuitait, les gens allaient encore leur taper dessus, quoi, alors qu'ils comment vous voulez qu'on étudie une espèce si on peut pas voir comment ça fonctionne dedans? Ça paraît cruel et froid et voilà, mais en fait non, c'est comme comme quand vous faites réparer votre machine à laver ou une quelconque machine de manière générale. Vous avez besoin qu'on comprenne comment l'intérieur fonctionne pour pouvoir, avoir un espoir de le réparer. Donc voilà, ici c'est pareil, on a besoin de comprendre comment ce truc fonctionne à l'intérieur parce que tous les organismes ne se valent pas. Si vous mettez le nez dans le corps d'un perroquet et qu'après vous le collez dans celui d'un poule, bon déjà, lavez-vous le nez parce qu'il y a un souci, et ensuite, voilà, ça n'a rien à voir quoi. Donc il faut qu'on puisse observer les espèces à l'intérieur quoi. Après évidemment, il ne faut pas qu'on prenne des espèces en danger ou des individus vivants qu'on va massacrer pour les observer, mais enfin on ne fait pas ça normalement. Non. Et c'est clairement pas ce qui était fait dans le cadre de l'UNIF, hein. Donc voilà.
Si, pour être tout à fait honnête, il y a un organisme que j'ai dû tuer. Un seul. Et en vrai, c'est déjà c'est pas très cool. On m'a demandé, enfin on m'a demandé, j'ai fait, de buter un ver de terre, s'il fallait regarder dedans. Voilà, donc lui, on a dû le tuer. Voilà. Mais et on l'a pas tué, enfin on l'a asphyxié, quoi. Oui bon, d'accord, ça reste une mort et c'est pas la plus fun. Toujours est-il que le système nerveux du ver de terre n'est pas du tout le même que celui des autres espèces, mais si vous deviez vraiment reprocher quelque chose, à l'UNIF, plaignez-vous davantage, des vers qui se font tuer, en cours, éventuellement parce que c'est pas toujours le cas, plutôt que, et qui ne manquent absolument pas dans le sol d'ailleurs, hein, je vous rappelle, plutôt que des rats déjà morts ou des dauphins, ça arrive, déjà morts, qu'on recueille pour les couper en petits morceaux en cours. Ils sont déjà morts en fait, de morts totalement naturelles, ou percutés par un bateau, mais ça c'est pas de notre faute. Donc, et pas par notre bateau, je veux dire. Donc voilà, et pourtant on a eu des restrictions du genre prenez pas de photos des spécimens, comment tu veux qu'on comprenne ce qu'on voit? Donc voilà, c'était vraiment très compliqué. On peut aller en chercher sur internet, mais il n'y a pas l'angle qu'on cherche forcément. Et comme je vous dis, on cherche des organes tout petits avec des différences de couleurs très légères, éventuellement selon comment on peut les disposer, on arrive à les mettre en avant ou pas. La photo faite par quelqu'un d'autre n'est pas du tout aussi parlante qu'une photo qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on cherche à observer. Donc voilà, pour moi c'est nécessaire de prendre des photos des spécimens qu'on observe, au moins pour les synthèses, etc. Et on nous interdisait de le faire, pas parce que c'était con, c'est juste parce que sinon, si ça fuitait encore et qu'il y a des gens qui repartaient en manif, ça allait faire chier, quoi. Donc bon, ne manifestez pas pour des trucs inutiles, s'il vous plaît. Tu vois, là, c'était de la manifestation contre rien. Il y avait aucune maltraitance, à part éventuellement contre les lombrics. Sauf que pour le coup, les photos qui ont fuité, c'était des photos de rats, justement, donc mais bon. Donc voilà, si vous vous sentez particulièrement heurté par, le massacre de vers de terre en cours, eh bien, dans ce cas-là, allez-y, mais enfin voilà, c'est les vers de terre, quoi, c'est tout. Je veux dire, le fameux truc qu'on s'imagine sur la grenouille vivante qu'on fixe sur une planche et qu'on coupe en petits morceaux, ça n'existe pas, ou en tout cas ça n'existe plus, hein. Voilà, ça, laissez-moi vous le dire, c'est non. Voilà, c'est fini ça. Par contre, vous devrez quand même couper les écrevisses en 2. Elles seront mortes, mais vous devrez quand même, voilà, ça la dissection, c'est une réalité malheureusement, et on en a besoin si on veut comprendre comment ça marche. C'est pareil, hein, votre médecin, vous croyez vraiment qu'il sait pas comment ça se passe à l'intérieur de votre corps? Comment vous voulez qu'il vous soigne? Voilà, alors on n'a pas été tuer des humains pour qu'ils puissent les observer, mais votre médecin, n'importe quel médecin normalement, s'est baladé dans une morgue et a ouvert des cadavres. Genre, par exemple, un proche à moi qui est médecin généraliste, heu, ça il faut pas le dire trop fort, mais il mangeait ses sandwichs pendant ça. Voilà, le mec il mangeait, oui, j'ai des proches un peu spéciaux. Il mangeait parce qu'il avait faim, il mangeait son sandwich pendant ses cours, parce que c'était des cours, hein, où il y avait donc, le mec, je sais pas si c'est que des mecs, mais bon, des humains morts, c'était pas de sang en fait, mais voilà, des humains morts, ouverts en 2 pour regarder comment ça marche dedans, quoi. Bon, il faut avoir l'estomac un peu bien accroché, qu'on est d'accord, mais voilà, et ça l'empêchait pas de manger son sandwich. C'est véridique, hein, l'histoire des sandwichs. Faites gaffe, hein, c'est pas une blague. Donc voilà, heu, vos médecins ne savent pas comment votre intérieur fonctionne juste parce que, ils ont fait des études. Ça veut dire quoi faire des études, les gars? Ça veut dire observer. Oui, mais ils ont observé comment s'ils peuvent pas avoir accès à l'intérieur de vous? Alors quoi, les humains c'est OK, mais les autres espèces on peut pas. Donc OK pour la protection des espèces, mais intelligemment. Protégez pas des individus morts, ça sert à rien. Donc bref, voilà, d'où le voilà. Mais évidemment, il faut faire gaffe à ce qu'on dissèque, à comment on le dissèque et voilà, faire en sorte que ce soit perdu, quoi. Mais bon, quand même, quoi. Oui, l'animal, une fois disséqué, on le fout pas dans un incinérateur, hein. Normalement, on s'en sert pour, d'autres trucs ou comme compost ou je sais pas, mais l'animal, va encore servir à d'autres choses après être mort, quoi. Ou éventuellement, les restes seront donnés à bouffer, justement à d'autres espèces, allez savoir. Mais bref, il y a vraiment différents moyens de procéder de ce côté-là. Donc on parlait du c'est un crapaud ou une grenouille? Je sais plus, c'est une grenouille,
La grenouille sans poumon de Bornéo. Machin, découverte de l'absence de... Oui, donc on a coupé 8 spécimens en petits morceaux avant de comprendre qu'elle n'avait pas de poumon. Les autres organes internes, l'estomac, la rate et le foie, ont pris la place normalement dédiée aux poumons. Oui, forcément, du coup, bah, ça fait plus de place, quoi. Cet amphibien est machin, la découverte de l'absence de machin. La disparition des poumons chez cette espèce est assez fréquente, assez récente d'un point de vue évolutif, puisque son plus proche parent, Barbourula busiangensis, loulou, hop, j'ai passé des heures avec toi toute la matinée, c'est bon là, non? C'est pour ça que que je me gratte le pif depuis tout à l'heure, d'ailleurs il arrête pas de me mettre des poils partout, ça me rend dingue. Hein? Des... Non, 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 non. Dispose de poumons. Ah oui, donc son plus proche parent dispose, on va dire son cousin proche, a encore des poumons. Donc forcément, on suppose que ça fait assez peu de temps, puisque ce sont des espèces pas forcément très récentes, mais bref, donc le cousin plus proche a des poumons. Donc c'est que la séparation entre les deux s'est faite il n'y a pas super longtemps, puisque il y en a un qui a plus de poumons, quoi. Donc, le truc a perdu ses poumons il n'y a pas super longtemps, quoi. Cette absence de poumons semble liée à l'habitat de l'animal. Bah, il a évolué et quoi, il s'est adapté, il n'avait plus besoin de ses poumons, il les a perdus. Cet animal est plat afin d'offrir moins de prise au courant. Des chercheurs supposent que la perte des poumons peut être une adaptation aux rivières rapides ou froides et où les grenouilles vivent. Ces eaux ont naturellement une teneur en oxygène élevée. Elles se débarrassent des poumons qui se comportent comme des dispositifs de flottaison. Ah, mais oui, c'est pas con. En fait, elles veulent rester tout au fond de la flotte, si je comprends bien. Du coup, elles sont toutes plates, elles se collent au fond de la flotte, sauf que les poumons... Léo, tu m'emmerdes. Les poumons, du coup, sont... bah, oui, c'est des sacs d'oxygène, quoi. Donc forcément, ça fait effet flotteur, ça les ramène vers la surface, ce qu'elles veulent pas. Donc du coup, elles ont fini par les perdre. Ça explique un peu tout. Les grenouilles pourraient plutôt sombrer... Non. En se débarrassant des poumons qui se comportent comme des dispositifs de flottaison, les grenouilles pourraient plutôt sombrer que flotter et être emportées par l'eau, ce qui les arrange pas beaucoup. Enfin, les animaux à sang froid ont besoin de peu d'énergie et donc de peu d'oxygène, ce qui leur permet de se passer de poumons. On peut noter d'ailleurs que les platédontidés, une importante famille du rodel, sont également pourvus de poumons et respirent uniquement par la peau. Bref, généralement, ils ont les deux, celle-là n'en a qu'un seul, mais c'est logique parce que son but c'est de rester au fond de la flotte. Donc avec des poumons, bah du coup, elle reste pas, elle monte quoi. Après, comme elle se fait emporter par le courant et ça l'arrange pas beaucoup quoi. L'espèce est menacée par la destruction de son habitat ainsi que par les métaux toxiques utilisés dans l'industrie minière qui sont forcément rejetés dans la rivière. Et puis, cette espèce est endémique du Kalimantan, on l'a déjà dit, en Indonésie. Elle se rencontre dans le bassin du Kapwa, du Tenkalap et du Melawi. Elle vit dans les rivières fraîches et rapides, dans les zones reculées des forêts humides basses tropicales. Non, des forêts humides tropicales des basses terres du Kalimantan. Donc forêts, zones humides, eau fraîche, tout ça. Bref, c'est là où il y a de la flotte, là où c'est humide. Voilà, voilà. En 2008, on ne sait rien du mode de reproduction de l'animal, pas même s'il passe par les stades de tétard, ce que ne font pas tous les anours. Donc on sait même pas comment ça baise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en danger. Oui. Si on peut voir une photo de ce truc. Hop. Oui. Alors, à quel point qu'elle est plate. Oui, d'accord, ok. Bon, on verra pas grand chose, mais cette photo elle est drôle. Hop. Je pense.
Alors oui. Bon, donc forcément, oui, donc c'est ChatGPT l'avait dit, elle se camoufle parce qu'elle a la peau de la même couleur que, bah, elle se camoufle, quoi. Elle a la peau de la même couleur que son environnement, du coup, on la voit pas très bien. Mais vous allez voir ça tout de suite. Hop, ici, la voilà. Voilà, voilà. Et, euh, et là, c'est de face. Voilà, voilà. Donc Barbourula calimentanensis, elle est plate. Parce qu'elle est plate, mais aussi parce qu'elle n'a pas de poumon. Elle se base uniquement sur la respiration cutanée. Et comme elle a besoin de rester au fond de la rivière, sinon elle se fait emporter par les courants, bah plus besoin de poumons, quoi. Et donc c'est arrivé relativement récemment, la perte de ses poumons, parce que son cousin proche actuel a toujours ses poumons. Donc c'est que l'ancêtre a dérivé en ces deux espèces-là il y a pas très longtemps, ou que cette espèce-là spécifiquement a perdu ses poumons il n'y a pas très longtemps. Dans tous les cas, voilà, c'est tout ce bordel. Elle a perdu ses poumons il n'y a pas longtemps, quoi. Une grenouille sans poumons et sans avenir. Comment ça? Elle respire sans poumons. Baptisée Barburula calimentanensis, cette grenouille avait déjà été capturée en 1978 par Joko Iskandar, on l'avait déjà dit, de l'Institut de technologie en Indonésie situé à Bandung. Mais la rareté de cet unique exemplaire lui avait sauvé la vie. Elle ne fut pas disséquée. Néanmoins, une description assez précise en avait été faite. Un deuxième exemplaire avait été découvert 15 piges plus tard, mais il fut aussi décidé de la laisser en vie. Finalement, tant mieux. Mais récemment, c'est surtout quand on sait qu'il a fallu en couper 8 en petits morceaux pour savoir qu'il y avait des poumons dedans, enfin qu'il n'y avait pas de poumons dedans. Euh, voilà, s'il y en a deux qui ont pu survivre à ça, tant mieux. Mais récemment, David Bickford, un biologiste de l'Université nationale de Singapour, découvrait toute une population de ce batracien. Après en avoir capturé plusieurs, il entreprit de pratiquer une dissection à des fins scientifiques. Est-ce que lui, par contre, les a gardés est-ce que lui, il a repris les grenouilles mortes? J'en sais rien. Ces résultats sont en cours de publication dans Current Biology. Pas de poumons. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constata l'absence totale de poumons chez l'animal, pourtant adapté à une vie hors de l'eau. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur l'évolution des poissons. À ce jour, les seuls tétrapodes, c'est les fameux poissons qui sont allés sur la terre ferme, connus ayant cette caractéristique, animaux à quatre membres, étaient les salamandres pour quelques espèces. Parmi les autres animaux, le cécilien, qui ressemble à un ver de terre, est aussi dépourvu de poumons. L'absence de poumons chez une grenouille constitue donc une caractéristique assez unique, souligne David Wake, un biologiste expert dans l'évolution des amphibiens à l'université de Berkeley, en Californie. Toutefois, il estime qu'il fallait s'attendre à une telle découverte car certaines espèces, notamment les grenouilles à queue, possèdent de très petits poumons. Donc voilà, ça a l'air d'être, disons, un stade de l'évolution chez les grenouilles qui arrive, pas forcément pour toutes les grenouilles, mais genre, ça a l'air d'être déjà de s'aligner vers cette voie-là pour pas mal d'espèces de grenouilles qui ont des poumons tout petits. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément les perdre, hein, mais bon, s'ils ont rapetissé, on peut s'imaginer que peut-être pas forcément les garder, quoi. À moins que ça ait un avantage de les garder quand même, mais en tout petit. Dans le cas de Barburilla calimentanensis, il peut s'agir d'une remarquable adaptation à un milieu particulier, en l'occurrence les eaux très froides et à fort débit, donc avec un courant très fort, donc à haute teneur en oxygène. Et oui, du coup, respirer par la peau, ça va, parce que vous prenez constamment de l'oxygène dans la tronche. Des ruisseaux qui lui servent d'habitat. Donc elle a énormément d'oxygène qui lui arrive dans la tronche, pas besoin de poumons pour le capter, elle peut respirer par la peau, et avoir des poumons, bah, ça l'empêche de coller au fond, ce qui fait qu'elle va remonter et être emportée par les courants très forts, donc c'est beaucoup plus intéressant du coup de ne pas avoir de poumons. Voilà. Comme beaucoup d'animaux vivant en milieu froid, elle possède un très faible métabolisme, ça veut dire que son corps consomme nettement moins vite que l'oxygène que chez d'autres espèces. Donc en plus de se prendre constamment de l'oxygène dans la tronche, elle n'a pas besoin d'en consommer beaucoup. Donc du coup, bah, ça fait qu'elle est, ouais, elle a pas besoin de se faire chier avec des poumons, quoi.
ce qui réduit encore son besoin d'oxygène. Autre caractéristique, sa forme aplatie lui confère un hydrodynamisme lui permettant de rester immobile dans le courant sans fournir de gros efforts, ce qui réduit encore sa dépense énergétique. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est plate. Ça lui permet de ne pas être emporté par le courant et de pouvoir rester facilement dans le fond. Voilà, voilà. Bref, une nouvelle confirmation des théories d'évolution dont l'effet est de favoriser la reproduction des individus les mieux adaptés à leur milieu naturel. L'avenir sombre de Barbourula calimatalensis. Malheureusement, la rareté de l'espèce et la fragilité de son environnement risquent de compromettre gravement son étude, car son habitat est gravement endommagé par des exploitations familières bien sûr, minières et l'extraction clandestine d'or troublant l'eau avec des sédiments et la contaminant par le mercure. De plus, une exploitation forestière illégale en dégageant les terrains augmente le ruissellement et du coup l'écoulement dans les ruisseaux, rendant la plupart des plages autrefois occupées par les grenouilles totalement inhabitables. Le réchauffement du climat et l'augmentation des précipitations qui l'entraînent n'arrangent bien sûr pas les choses en plus. Bref, l'avenir est plutôt morose pour cet animal qui risque de ne pas être joyeux, qui risque bien de ne jamais être mieux connu. Dommage. Donc, on pollue sa flotte avec des sédiments après avoir été creusés dans la mine d'à côté. Sédiments qui contiennent du mercure, un métal très toxique il me semble. Donc on contamine sa flotte avec du poison. De plus, une exploitation forestière illégale dégage les terrains et augmente le ruissellement et l'écoulement dans les ruisseaux. Donc encore plus de mercure. Et plus de flotte aussi, rendant la plupart des plages autrefois occupées par les grenouilles totalement inhabitables, parce que plein de flotte et plein de flotte surtout empoisonnées. Le réchauffement du climat et l'augmentation des précipitations qu'il entraîne n'arrangeant bien entendu pas les choses. Voilà. Donc tout son environnement est en train de changer, par notre faute. Et oui, elle qui était superbement bien adaptée à son environnement va peut-être se faire niquer parce qu'elle est très bien adaptée à un type d'environnement, mais quand on est en train de le changer à la vitesse de la lumière, juste parce qu'on veut miner deux trois pépites d'or et couper des arbres, bah du coup, oui, ça va pas lui faciliter la vie, celle-là. Bon, enfin non, mais je me comprends. Du coup, bah, je pense qu'on a déjà fait le tour sur Barbourula Kalimantan N6. Ouais. Et donc, c'est une grenouille qui a pas de poumon. Alors qu'en général, les grenouilles ont non seulement des poumons, mais aussi la capacité de respirer par leur peau. Sauf que celle-ci, du coup, elle a juste la respiration cutanée par la peau et pas de poumons. Et ça lui permet d'être toute plate. Et du coup, ses organes se sont réarrangés à l'intérieur pour pouvoir avoir de la place, quoi. Voilà, voilà. Hop. Et puis voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour l'espèce d'aujourd'hui. Ah, je reviens peut-être demain pour la prochaine espèce. Voilà, voilà. Et voilà. Si vous avez des idées pour ChatGPT, ça m'arrange parce que je sais vraiment pas comment faire. Pour ceux qui savent pas, ChatGPT chez moi fonctionne très bien tant que je suis pas en live, mais une fois que je live, il plante. Voilà. Dès que j'écris quoi que ce soit dans la barre de recherche, il plante. Là, par exemple, vous le voyez pas, mais moi, je peux rien écrire sur ma barre parce que la page est buggée. Et à chaque fois que je lui demande de faire, bah, donc je m'en sers pour mes recherches en fait quand je fais mes trucs en live, je tape des mots clés et selon sur voilà, là vous voyez, il a planté encore. J'ai rien fait, il a planté. Donc voilà, et c'est ça qui est chiant. Quand je cherche en général à taper des phrases, enfin d'abord je demande des groupes d'espèces, on va dire des primates, des oiseaux ou quoi, et après je lui demande une espèce bizarre et peu connue, comme ça me donne une idée de vers où chercher, quoi, et un nom d'espèce éventuellement. Jusqu'ici ça marchait très bien. Euh, bon, il commence à galérer un peu à me répondre. Souvent il me dit de plus en plus de conneries, mais bon.
Mais je fais tout dans la même conversation depuis le début, je vais peut-être juste créer une deuxième conversation, ce sera peut-être moins peut-être que c'est ça qui le fait surcharger, je sais pas. Et hem et oui, donc le problème, c'est que, là maintenant il plante H24 quand je live, ce qu'il faisait pas forcément au début. À chaque fois quand j'écris, donc «cite-moi une espèce machin», il arrive pas à envoyer, à recevoir le message et puis après il arrive pas à m'envoyer la réponse parce qu'il plante H24, sauf si je le fais sur mon téléphone. Là, ça va très bien et je sais pas pourquoi. Voilà, ça m'énerve. C'est chiant, le but c'est quand même que vous puissiez voir le texte. Si je dois le faire sur mon téléphone, vous le voyez plus, quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu. Bref, donc voilà, si vous avez des idées, j'ai une adresse mail et la suggestion box dans le chat et sur ma page Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées pour, m'aider à régler ce souci-là, parce que je vois pas comment. Et voilà, voilà, voilà. Moi, je vous ai dit, je reviens demain ou après-demain. On va essayer de faire un petit live quand même. Et puis voilà, bon, c'est une grenouille, ne vous a oui, donc sachez que j'ai un système de son d'alerte ici, je mets les sons des espèces qui passent en live. Parfois, je peux pas parce que c'est soit il y a pas de cri, soit c'est des espèces éteintes depuis plus de 500 millions d'années, vous doutez bien que pas possible de trouver un son à ce truc. Mais là, pour le coup, je vois difficilement les grenouilles en général, c'est chaud de trouver leur cri. Vous avez, le cri de certaines grenouilles de verre dans Sound Alerts et vous avez il y en a une autre, je crois, je sais plus. Voilà, par exemple, il y avait les grenouilles marsupiales, j'ai cherché leur son, j'ai pas trouvé et à mon avis ici, je vais chercher quand même, mais je doute de trouver. Voilà, voilà. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser et ah oui, nouveau truc, normalement, parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais quand j'utilise ma scène de fin, ça arrive, très souvent qu'elle mette 8 jours à apparaître. Là non, enfin genre ma cam freeze et après ça apparaît, mais là non. Là normalement ça devrait marcher tout de suite. Donc voilà. Et du coup, profitez. J'ai fait, c'est un pixel art que j'ai fait avec comme base le modèle de salamandre, justement puisqu'on en parle, de Homeless Art sur Insta. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Et voilà. Et moi sur ce, je vous laisse. Ciao.